merci à vous qui êtes des Guirois, Guiroises de naissance, des Guirois, Guiroises d'adoption. Il y a des voisins de Saint-Guillaume, Saint-Bonaventure, Saint-David. Bienvenue. Bienvenue un tout spécial à ma famille et à mes amis qui se sont déplacés spécialement pour vivre avec moi cette journée assez spéciale. Alors, on a un remerciement spécial adressé à quelques personnes. Merci tout d'abord à Mme Danielle Ménard, agente de développement en milieu rural, pour les nombreuses heures de disponibilité, les bons conseils, ainsi que pour l'obtention de soutien financier accordé par la MRC de Drummondville, par le Fonds de la ruralité. Merci à Patrimoine canadien pour leur soutien financier. Merci à M. Benoît Bourque, maire, et aux conseillers du Conseil municipal de Saint-Pie-de-Guire pour leur soutien inconditionnel à plusieurs niveaux et leur disponibilité. M. Bourque est aussi membre du comité de la ruralité de la MRC de Drummond. Merci à Mme Claire Roy, secrétaire trésorière du Conseil municipal de Saint-Pie-de-Guire, pour les nombreuses heures passées à notre service. Merci à Mme Marie Pelletier des Archives du séminaire de Nicolette, situé au Musée des religions, qui nous a gracieusement offert l'accès aux documents constituant la collection Saint-Pie-de-Guire et pour sa généreuse collaboration. Merci à Sabrina Bourque pour ses talents d'infographe et ses belles idées. Merci à M. Pierre Paradis de MJB Lito Incorporé pour sa disponibilité et ses bons conseils, ainsi que pour la qualité inégalable des produits finis, du calendrier et du livre que vous allez découvrir tantôt, en même temps que moi, je ne l'ai pas vu. Merci aux nombreux collaborateurs et aux citoyens de Saint-Pie-de-Guire qui ont accepté de prendre de leur temps et de nous avoir remis des documents photographiques ou des récits ayant trait à notre histoire. Merci de votre esprit de partage et de vos langues et plumes volubiles. Un merci très spécial à l'abbé André Saint-Cyr, qui, il y a quelques années, avait commencé à accumuler des notes historiques sur Saint-Pie-de-Guire et qui a tout remis aux archives du séminaire de Nicolette afin de compléter la collection Saint-Pie-de-Guire. Nous y avons trouvé une mine de richesse. Merci au comité historique du calendrier et du livre souvenir des célébrations du 150e anniversaire de Saint-Pie-de-Guire, qui est composé de Mme Monique Brouillard-Martel, de M. Claude Brousseau, de Mme Sylvie Courchaine, Mme Nicole Desmarais, M. Harris Letendre, Mme Thérèse Martel-Paulus, Mme Ginette Parenteau-Salva, Mme Rose-Hélène Pépin-Hiergeau, Mme Francine Salva. Des collaborateurs tels que M. Benoît Bourque, Mme Claire Roy, Mme Flore Desmarais-Joyal, Mme Chantal Labonté, M. Pierre Tessier et deux Gilles qui désirent rester dans l'ombre. Et plusieurs autres personnes qui furent des sources généreuses et inestimables de renseignements oraux, écrits ou photographiques, qui ont servi à alimenter et enrichir le contenu du calendrier et du livre souvenir. La révision des textes a été faite par Mme Monique Brouillard-Martel, Mme Sylvie Courchaine et Mme Marielle Véronneau. Merci enfin à toutes les personnes qui ont produit l'histoire de leur famille. Je vais vous donner un petit peu le déroulement de la rencontre après ces remerciements. Je vais vous raconter un petit peu le processus d'écriture pour le livre et aussi vous présenter les 13 thèmes traités dans le livre qui forment les 13 chapitres. Et nous aurons la chance d'entendre 5 petites lectures qui donnent un avant-goût du contenu du livre. Moi, je suis née alors que mon père faisait ses semences dans le 6e rang de Saint-Pie-de-Guire. Si j'étais acadienne, je pourrais vous dire que je suis la Danielle à Robert, à Wilfrid, à Jean-Baptiste, à André
qui est parti de Kamouraska dans les années 1810 pour s'en venir à ce qui s'appelait dans le temps Yamaska. J'ai eu le bonheur de vivre avec mon grand-père paternel, Wilfrid Dumont, qui est né en 1880. J'ai toujours aimé l'histoire parce que mon grand-père était toujours proche de quelque chose qui se passait dans l'histoire. Wilfrid était un conteur très, très, très formidable. Il nous racontait des choses de son temps, les gens de son temps, et l'histoire de ses frères partis vivre aux États-Unis. Toute jeune, ça me passionnait, et on regardait des vieilles photos, et un jour, je lui ai demandé qui c'est qui est sur les photos, et on a pris le temps d'écrire les noms derrière. Aujourd'hui, j'en remercie tellement. Et je vous invite à le faire avec vos enfants, vos petits-enfants, parce que c'est un beau souvenir qu'on peut leur laisser. J'ai toujours aimé l'histoire. On se connaît par l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Ma formation en théologie en est fait une de l'exploration de la plus vieille histoire du monde, l'histoire de la Bible. Alors, le présent, le passé, pour moi, c'est des moyens exceptionnels d'éclairer l'avenir. Un jour, j'ai eu sous les yeux un texte de M. Maurice Milot, paru dans les Cahiers nicolétains sur les forges de Saint-Pédguire, et un autre de M. Zeman sur l'émigration à Saint-Pédguire. Ça m'a emballé de retrouver ces notes sur ce que mon grand-père nous avait déjà un petit peu raconté. En 1999, j'ai commencé à faire de la généalogie. La famille des Dumont, du côté de mon père, la famille des Joyal, du côté de ma grand-mère. Et il m'a été donné d'avoir entre les mains un manuscrit tapé à la machine du docteur Wilfrid Joyal qui racontait un petit peu l'histoire de Saint-David et, évidemment, les débuts de Saint-Pédguire. J'ai dû remettre, après 2 semaines, ce livre-là à ma cousine, mais j'aurais tellement aimé le garder pour moi. Mais par hasard, j'en ai retrouvé une copie à Drummondville et là, j'ai commencé à prendre des notes. En généalogie, on lit beaucoup de monographies sur les villages des gens qui ont formé notre famille, nos ancêtres et tout ça, puis je déplorais tellement qu'on n'en ait pas de Saint-Pédguire. Un jour, mon frère Gilles me dit qu'on songe à célébrer les 150 ans de Saint-Pédguire et qu'un comité sera formé. Il y aura une réunion au village le 6 juin 2012. Je m'y présente. Plusieurs projets sont présentés afin de célébrer ces 150 ans et un comité d'histoire est proposé. On demande une personne responsable et la main m'est levée toute seule. J'ai dit oui, je veux le faire. Et on a formé le comité sur place à partir des gens qui avaient assisté à la rencontre. J'ai déjà quelques petites idées en tête pour un calendrier et une monographie. Le même après-midi, avec mon frère Gilles, j'ai établi une première table des matières. Ça va être mon fil conducteur pour les recherches et la mise en œuvre du manuscrit. Je connais déjà les archives diocésaines de Nicolette par mes recherches dans les registres de la paroisse pour la généalogie. Je sais qu'on y conserve plein de documents relatifs à notre paroisse. On peut aller les consulter gratuitement et c'est ouvert tous les jours si je ne me trompe pas. On commence à éplucher ces documents ainsi que ceux déposés par l'abbé Saint-Cyr. Inutile que j'ai passé de nombreuses heures à lire des documents sur Internet, à googler Saint-Pédguire, qui nous donnait Sainte-Tarte-en-Croûte, Saint-Paide. C'est incroyable ce qu'on peut trouver, mais il n'y avait pas grand-chose sur Saint-Pédguire, sauf les documents de M. Milot sur les forges et l'immigration. Vous irez voir à la fin du livre, pour ceux qui auront la chance de l'avoir entre les mains, j'ai mis une bibliographie de toutes ces recherches. On lance à l'invitation aux Guérois et Guéroises de naissance et d'adoption qu'on nous procure des photos pour illustrer le calendrier et les pages de famille. Des gens commencent à m'appeler afin d'obtenir de l'aide pour créer leur page de famille. Pendant cette période-là, j'étais en chômage, j'ai une voiture, j'accepte d'aller les rencontrer 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois même. Et on fignole des pages dont ils seront satisfaits. Soudain, je suis inondée de demandes. On se donne des rendez-vous, j'arrive avec un agenda et pour finir avec plus ou moins 100 pages de famille.
municipalité, 100 pages de famille, c'est beau. Et 100 pages, je ne dis pas 100 pages, c'est 100 histoires de famille, parce qu'elle contient environ 3 à 4 pages par famille. Ce fut tellement agréable et enrichissant. J'ai entendu des histoires touchantes, des histoires drôles, intéressantes, ou encore des pas racontables publiquement, mais tout était passionnant. D'autres collaborateurs et collaboratrices se pencheront sur les cahiers de la municipalité depuis 1872. On me remet des notes de style télégraphique, mais moi, il faut que je fasse du texte avec ça. Mon objectif, avoir 200 pages de texte et 10 pages de photos couleurs. Puis, il est apparu que peut-être 350 puis 25 pages couleurs, ça serait plus réaliste. C'était sans compter les nombreuses pages de famille qui se sont ajoutées, puis les gens qui m'ont contacté pour finir excusez, avec le magnifique livre que vous allez recevoir aujourd'hui, 745 pages, dont 175 en couleur. Je pense que c'est une première. L'éditeur à Sherbrooke nous a dit qu'il n'avait encore jamais vu un livre avec autant de pages couleurs et aussi fourni en images. Document qui fut lu et relu, et si je mettais autant de re devant le lu, on ne sait plus combien de fois par des correctrices hors pair. J'ai choisi le titre en référence à l'origine de notre village, évidemment les mines de fer qui furent une richesse économique de la région en son temps. Aujourd'hui encore, notre municipalité est riche, mais de tous ces gens qui ont fait et qui feront que Saint-Figuier est un lieu où il faut bon vivre ou venir à cause du dynamisme incroyable de ses 450 habitants. Je demeure maintenant ailleurs, mais mon cœur est bel et bien ici avec les gens que je connais encore et avec mes parents qui sont endormis dans le pré en arrière. J'ai eu un plaisir énorme à mettre en mots ce qu'on m'a raconté sur notre municipalité. Est-ce que c'est toujours la vérité qui a été rapportée? Je ne peux pas en juger, je suis trop jeune. Je rapporte ce qu'on a bien voulu me faire connaître. À vous de juger ou de me pardonner si vous connaissez d'autres versions des faits rapportés. Ce livre, ce n'est pas seulement le mien. J'ai été un instrument. C'est une œuvre collective, créée par des Guérois et Guéroises qui ont accepté l'invitation de me dire, de m'écrire leur histoire. C'est un legs du souvenir que je vous laisse, à vous les gens plus âgés, et un legs de l'avenir pour vous les plus jeunes. Le point final de l'histoire de Saint-Figuier, c'est pas moi qui l'ai posé. Il est encore à venir. Alors j'aimerais vous présenter à l'écran les 13 chapitres qui composent ce livre. Et à mesure, je vais inviter des gens à venir nous faire des lectures d'un texte qu'ils ont soit écrit ou qui les touche d'une manière ou d'une autre. Alors, la table commence avec l'histoire de la seigneurie de Guire. L'origine du système seigneurial au Canada. On sait que c'est comme ça qu'on a séparé le territoire du Canada pour le peupler. Puis on en donnait la responsabilité à quelqu'un qu'on nommait seigneur. Alors, origine de la seigneurie de Guire, la biographie de Joseph de Guire, celui qui a laissé son nom à la seigneurie, les différents seigneurs de la seigneurie qui se sont succédés, la carte de la seigneurie de Guire, dimension et bornage de la seigneurie, qualité de la terre et hydrographie de la seigneurie, évaluation de la terre de la seigneurie et les cours d'eau qui parsèment le territoire. Ensuite, on parle de la dynastie seigneuriale des Wurtel et le cadastre abrégé de Henri Judas de 1861. Les cadastres, c'est tous les lots de la seigneurie avec leurs propriétaires. On a la liste des propriétaires des lots de la partie qui composait Saint-Figuier en 1861. La paroisse
paroisse de Saint-Pédguire. Demande de démembrement et formation de la paroisse. On recommence. Chapitre 2, la paroisse de Saint-Pédguire. Demande de démembrement et formation de la paroisse. Démembrement de la paroisse de Saint-David. Décret d'érection canonique de Saint-Pédguire. Le choix controversé de l'emplacement final de l'Église et la formation du syndic. Un syndic, c'est celui qui est chargé de faire ériger l'Église, de donner les contrats. Le premier curé de Saint-Pédguire, Pierre Amable Lebrun, premier curé résident, qui était déjà le missionnaire qui venait ici. Ouverture des registres le 3 octobre 1874. Et là, on y va avec les cahiers de Crône. Les cahiers de Crône, c'est le cahier dans lequel le curé notait qu'est-ce qu'il allait dire ou qu'est-ce qui s'était passé dans la paroisse. Alors, on les a de 1874 à 1880. Un événement très malheureux est arrivé ici à Saint-Pédguire. La picote a décimé la population. Il y a eu 85 décès en un an à Saint-Pédguire à cause de la picote, en 1875. Les extraits des registres, de 1880 à 1904 et après 1905. Ensuite, on arrive à l'histoire un peu plus moderne, les changements dans la structure des paroisses du diocèse de Nicolette, l'histoire de la fusion des paroisses, l'unité pastorale Le Semeur, qui deviendra plus tard la paroisse Sainte-Famille. Ensuite, on présente quelques bulletins paroissiaux, qui étaient le journal local. Ensuite, je vous présente quelques religieux remarquables nés à Saint-Pédguire. Par exemple, Monseigneur Séverin Poirier, M. Arthur Desmarais, Joseph Albert Labonté, Rachel Garon, Agnès Parenteau, Gabriel et René Parenteau. OK. Madame Flore Poirier, M. Lionel Aymar, Paul-André Cournoyer et Alain Lemire, dont les parents sont ici en passant. Alors, je demanderai à Ginette Parenteau de venir nous présenter un premier texte sur la démolition et la construction de la nouvelle église. Ginette est la fille de M. Laurent Parenteau, Mme Rosamande Brousseau, et son père est un ouvrier de première ligne de notre église. La cheminée de l'église est démolie le 22 septembre 1969, quelques jours avant la fermeture officielle de l'établissement. Le clocher, du côté du presbytère, est abattu le 11 octobre. Le 23 novembre, M. Théode Forcier, aux commandes de son bulldozer, a de la difficulté à faire tomber le pan de mur arrière gauche, celui-là même qui présenta la grande faille dans la brique et qui résiste de façon incroyable. On doit recourir à un câble d'acier de calibre bien supérieur à celui déjà employé, car il ne cesse de se rompre et le mur s'entête à vouloir rester debout. Tout le terrain où se trouvait l'ancienne église devrait être rapidement nettoyé afin de permettre de creuser les fondations de ce nouvel édifice tellement avant-gardiste et qui promet tant de possibilités. Le nouveau presbytère et le nouvel édifice religieux et communautaire seront élevés à la place même de l'ancienne église et de l'ancien presbytère. Pendant tout ce temps, les services dominicaux, les funérailles, les baptêmes et les mariages se déroulent dans la chapelle que quelques menuisiers de talent de la paroisse ont si bien aménagée. Elle est située au-dessus des locaux de classe de l'ancien foyer Sainte-Thérèse, mieux connu dans la paroisse sous le nom de l'École rouge.
Il faut trouver des acheteurs pour des pièces précieuses et admirables de l'église ou de la sacristie. On ira jusqu'à vendre aux enchères ou par les petites annonces, s'il le faut, des sculptures, des peintures, des fenêtres magnifiques, des bancs, des briques, 70 000 pièces à 2 sous chacune, tirées de l'ancien édifice, afin de trouver des moyens financiers qui permettront la construction. On a recours même à des levées de fonds en parcourant les diverses paroisses des environs pour vendre friandises de Pâques en chocolat afin d'amasser une somme de 7 800 $ qui viendra s'ajouter aux fonds déjà recueillis. On a même procédé au tirage d'une vache et d'un veau, offert par un cultivateur qui a rapporté 5 000 $. Et le vieux presbytère est aussi vendu et déménagé sur un terrain privé de la paroisse en 1970. Résultat final de toutes ces ventes, de février à juillet 1970, la fabrique aura réussi à amasser la fabuleuse somme de 42 000 $. L'opération de la mise en branle du chantier commence le 28 août 1970. La construction du nouveau complexe multifonctionnel est menée de main de maître par l'abbé André Saint-Cyr et ses fidèles acolytes, dont fait partie entre autres Laurent Parenteau et Wally Salva. La plupart des paroissiens offrent le service bénévolement. Pour acheter les matériaux, notre bon curé part en camion avec les commerçants du village afin d'économiser au maximum, parce qu'il existait encore une vieille dette et on voulait bien bâtir cet édifice sans l'augmenter. Plusieurs citoyens prêtent de l'argent sans intérêt, d'autres font des cadeaux et même des gens des paroisses voisines viennent nous prêter main forte. Nous n'avons qu'à leur donner à dîner. Cette grande générosité est bien appréciée. Comme l'hiver approche, notre ambition est d'assister à la messe de minuit dans notre nouvelle église. Même si elle n'est pas tout à fait terminée, elle est assez confortable pour apprécier cette belle cérémonie. Citation de Laurent Parenteau, retrouvée dans sa biographie « Ma vie ». Imaginez le décor minimaliste et bucolique. On se serait cru dans une véritable crèche. Il y avait encore des échafauds dans l'église. On a descendu des madriers sur les premiers échelons de ces échafauds afin de permettre aux gens de s'asseoir. On avait bouché le bas des lucarnes avec des balles de paille, car les vitres des fenêtres n'étaient pas encore installées. Il n'y avait pas de chauffage, il faisait un froid de canard. Qu'à cela ne tienne, on a eu la plus belle chaleureuse des messes de minuit dans notre belle église à en devenir. Ce fut très touchant de se sentir réunis, paroissiens, paroissiennes, avec notre bon pasteur, l'abbé Saint-Cyr, afin de célébrer Noël dans un décor proche de celui de la crèche de Bethléem par simplicité, et par la paille placée dans les ouvertures. Cette célébration fut suivie par un réveillon dans le grand espace vide, au sous-sol, qui servira plus tard à de salles de classe. Des dames de rang avaient cuisiné de bons plats québécois du réveillon traditionnel de Noël. On s'y est bien amusé jusqu'à tôt le lendemain matin. Certainement que Charles-Édouard Généreux et son orchestre ont fait les frais de la musique lors de cette rencontre. Nous avons complété les travaux durant l'hiver. Tout est prêt pour l'inauguration à Pâques. Après avoir reçu les multiples dons, on a réussi à effacer la dette et encaisser quelques milliers de dollars, un coup de maître. En 1994, de tous les paroissiens de ma génération qui ont travaillé à la réalisation de ce projet, plusieurs sont disparus. Voici ceux qui restaient. Frédéric Brousseau, Georges Desrosiers, Philippe Martel, Léo Parenteau, Julien Cartier et moi-même. Citation de Laurent Parenteau retrouvée dans sa biographie « Ma vie ». La liste des ouvriers bénévoles est bien plus longue. Il est pratiquement impossible aujourd'hui de relever le nom de tous ces travailleurs sans risquer d'en oublier. Au jour de l'an 1971, l'abbé Saint-Cyr célébra la première messe officielle dans le nouveau temple. La finition de la nouvelle construction poursuit son avancée. En mai, il y aura une présentation spéciale lors d'une soirée bénéfice, d'un montage de diapositives relatant toutes les phases de la démolition de l'ancienne église et de la construction du nouvel édifice. Le tout nouveau centre communautaire sera béni le 14 novembre 1971
par Monseigneur Albertus Martin, évêque du diocèse de Nicolette, et par l'abbé André Saint-Cyr. Plusieurs confrères, prêtres des paroisses avoisinantes, viendront se joindre aux célébrants. Cet événement sera suivi d'un repas festif et d'une soirée récréative. Il y aura ce jour-là la présentation d'un film préparé par un paroissien relatant les différentes étapes de la démolition de l'ancienne église et de la construction du nouveau centre. Il aura fallu à peine 2 ans pour réaliser ce nouveau projet avant-gardiste dans lequel nous sommes tous réunis aujourd'hui. Merci. Le chapitre numéro 3 nous présente l'histoire de la municipalité, l'érection civile de Saint-Pie et on y présente aussi les services municipaux. Avec le chapitre numéro 4, activité économique fondatrice de la municipalité, je vous présente l'histoire des forges de Saint-Pie-de-Guire, la première administration de 1868 à 1873 et la deuxième administration, celle de 1874 jusqu'en 1881. Je vous présente ensuite le déclin et la fermeture des forges de Saint-Pie-de-Guire. C'est une histoire assez glauque. Disparues les forges, reste la municipalité de Saint-Pie-de-Guire. Bien évidemment, Saint-Pie-de-Guire existait déjà un petit peu avant la venue des forges, à cause du peuplement qui montait de Saint-David. Mais avec les forges, ici, vraiment ici, on commençait à voir des bâtisses, des magasins qui se construisaient. Ensuite, le chapitre 5, l'émigration des habitants de Saint-Pie-de-Guire. Il y a eu un très grand mouvement dans les années 1875-1900 de gens qui partaient du Québec pour s'en aller aux États-Unis. Et il y a des gens de Saint-Pie-de-Guire qui sont partis aussi. Alors, je vous présente le contexte historique de la grande vague d'immigration québécoise, la situation de l'immigration de Saint-Pie-de-Guire de 1874 à 1900, au travers différents documents qui nous sont restés. J'y vais par nom de famille. J'ai choisi quelques familles dont les noms sont connus à Saint-Pie-de-Guire, qui a eu un mouvement, soit qui sont déménagés, qui sont arrivés ici, ils allaient vivre là-bas, venaient faire baptiser, mouraient là-bas, venaient se faire enterrer ici. Alors, il y a plusieurs chapitres là, qui vont vous décrire tout ça. Peut-être que vos ancêtres ou votre vieux mononcle va être dans la liste. Je présente 2 témoignages d'immigration. Tantôt, je vous disais que mon grand-père avait ses frères les plus vieux qui sont allés vivre là-bas. Ils ne sont jamais revenus vivre à Saint-Pie-de-Guire. Lui, il est allé travailler là-bas, j'en fais le récit. Il est revenu. Je demanderai à Mme Francine Salva de venir nous faire la lecture d'un texte qu'elle a écrit sur des gens de sa famille qui sont allés vivre aux États-Unis, qui ont émigré là-bas, qui ont vécu un petit bout de temps là-bas et qui sont revenus ici. Mme Salva, Mme Francine Salva. L'histoire d'immigration de la famille Allard, une famille qui est originaire de Saint-David, mais qui s'est établie à Saint-Pie au 19e siècle. Plombée par des difficultés économiques graves, la province a assisté depuis le milieu du 19e siècle jusqu'en 1929
au départ massif de familles québécoises vers les usines de la Nouvelle-Angleterre. Poussés par l'espoir d'améliorer leur sort, nos gens ont fermé les volets, vidé les tables, entassé leurs hardes pour partir vers un autre horizon, la plupart espérant revenir. La paroisse de Saint-Pie-de-Guire ne fera pas exception. Les familles se séparent, les rangs se vident. À la faveur d'un voyage au Massachusetts, je suis allée, 100 ans plus tard, rechercher les vestiges de l'aventure américaine de ma grand-mère Louise Allard et de son frère Joseph. Louise est née à Saint-Pie-de-Guire en 1889. Elle quitte la ferme familiale vers 1909 pour rejoindre son frère Joseph, d'1 an son cadet, parti avant elle pour Holyoke, Massachusetts. Ce fut un long voyage en train, se terminant sur les quais de la Connecticut River Railroad Station en plein centre-ville. Holyoke vivait à cette époque une période très florissante. Mise au monde vers 1850 par des industriels, la ville était fébrile et en constante expansion. Les usines recherchaient avidement des travailleurs par le biais d'agents recruteurs qui parcouraient les villes et les campagnes en quête de main-d'œuvre. Les Canadiens français étaient réputés durs à l'ouvrage et dociles. Depuis les quais de la gare, Louise et Joseph assurément ont vécu, chacun leur tour, un choc doublé de formidable enthousiasme pour la modernité de la ville, qui les faisait basculer abruptement dans la frénésie du 20e siècle. Ce qu'ils découvrent est en contraste complet avec les lieux et la vie qu'ils ont connus. Enlignés de part et d'autre des 3 canaux creusés par la rivière, depuis la rivière Connecticut, se profile une enfilade sans fin de bâtisses de briques rouges, filatures, moulins à scie, fabriques d'outils, papetières, profitant de l'électricité fournie par la $1 million Dam. Les sifflets d'usine, les rails, le bruit des machines, la promiscuité, les odeurs prégnantes donnent le ton au siècle qui commence. À quelques blocs au nord sur Maple Street ou High Street, le centre-ville étale ses larges trottoirs. Ses grandes rues pavées sont bordées d'édifices de 5 étages, de commerces aux larges vitrines où on peut admirer la dernière mode et se procurer l'utile et l'inutile. Dans la rue, quelques automobiles circulent déjà, des calèches et des trolley cars. Plus au sud, près de la rivière, s'enlignent les rues des quartiers ouvriers, les yards comme on appelle, et leurs grands immeubles d'appartements pour loger la main-d'œuvre. Les yards 1 et 2 sont peuplés de Canadiens français. En 1910, ils sont 16 000, assis entassés. Joseph Allard, Louise et un pensionnaire partagent un logement. Joseph est opérateur de machine. Il est embauché dans une usine. Louise aussi. Elle apprend l'anglais sur le tas, comme les autres femmes. Elle se voit offrir un salaire bien inférieur à celui des hommes. Les journées sont longues, jusqu'à 59 heures par semaine. Le travail est harassant. Et en plus, il est répétitif et dangereux. Au retour de l'usine, Louise doit assumer le roulement de la maisonnée. Comme les Canadiens français forment le plus grand groupe ethnique après les Irlandais, Joseph et Louise ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils profitent d'un vaste réseau de commerce français, d'un réseau d'entraide, de services supervisés par le curé de la paroisse, venu expressément du Québec. L'éducation est assurée par des religieuses d'ici et on peut lire le journal La Justice et profiter d'une association qui veille aux intérêts des Canadiens. Même les commerces anglophones affichent à leur porte « Entrer et parler français sans gêne ». Le dimanche, après la messe à l'église Saint-Jérôme, c'est congé. On se paie un soda, une crème glacée ou un paquet de gomme à mâcher. Pour se distraire, il y a le parc d'amusement Mountain Park,
le lèche-vitrine devant les beaux magasins à haut vent, le tramway, ou pour un sou d'entrée, la nouvelle folie populaire qu'est le cinéma. Mais Louise et Joseph ne sont pas là pour s'amuser. Il faut amasser un pécule pour améliorer sa condition et aider la famille Resto au Québec. Et Joseph songe au mariage. À Holyoke, il fréquente Marie Boissel de Saint-Aimé. À l'été 1911, Louise et Joseph viennent rendre visite à leur famille à Saint-Pétersbourg et Joseph annonce son projet de mariage avec Marie. Mon grand-père, Anatole Salva, revenu de Manchester, New Hampshire, courtise Louise. Il doit être très convaincant, car le mariage a lieu le 11 octobre suivant. Le couple s'installe sur la terre paternelle dans le rang 9. Louise met ainsi un terme à son aventure américaine et reprend sa vie, pas loin d'où elle l'avait laissée 2 ans auparavant. Elle ne retournera jamais à Holyoke, mais en gardera toujours le meilleur souvenir. C'est Joseph et sa famille qui viendront à elle, presque tous les étés, avec leurs belles machines, leur appareil photo et leurs beaux atours. Chez Louise, c'est la simplicité involontaire. Le quotidien de la ferme, les enfants, le jardin, les fleurs, le rouet, le moulin à coudre et les dévotions, et faire son ordinaire, comme elle disait. Un tablier noué à la taille, quelques modestes robes constituent ses atours, et elle se garde d'un peu de bain de pissenlit les dimanches. La modernité est longue à trouver son chemin jusqu'à Saint-Pétersbourg. Louise profite de ses jours chez son fils Georges à Montréal pour ressentir le pouls de la ville, le tramway, la cohue et les tourbillons des grands magasins. Mon grand-père Anatole ne partage pas son enthousiasme. Joseph, quant à lui, après sa visite de 1911, repart retrouver Marie qui l'épouse à Holyoke à l'automne. Après des décennies de travail dans les usines et l'arrivée de 2 enfants, le couple acquiert vers 1930 une terre à Hadley, en retrait de la ville d'Holyoke. Joseph et Marie jouissent d'une grande maison et se dotent de bâtiments de ferme ultra-modernes pour l'époque. C'est une ferme laitière modèle. Tous y travaillent d'arrache-pied. Joseph investit dans les nouvelles machineries et ira de succès en succès dans son entreprise. Marie décède durant ces années et Joseph poursuit le travail aidé de ses enfants. À l'approche de la cinquantaine, sa situation est plus qu'enviable. Il fait l'admiration de tous et surtout de la famille qui est restée au pays. Depuis longtemps, la ferme de Louise et Anatole n'est plus visible sur le rang 9. La maison a été détruite par le feu. La cour de ferme et les vergers sont retournés à la terre. Mais la ferme de Joseph existe encore au Massachusetts. Maintenant, elle est doublée d'une entreprise de camionnage et d'une production de crème glacée. La maison et les bâtiments ont perdu leur beauté première. Les nouvelles banlieues se rapprochent et les promoteurs convoitent les terres. L'entreprise est gérée par le petit-fils et l'arrière-petit-fils Joseph. Ils se débattent sans compter les heures pour conserver leurs acquis. Ils ne parlent pas français et ils ont perdu le fil de leurs origines. Time is money. Les vieux à l'heure sont partis le témoignage d'une autre époque. Fini la visite des États. À Holyoke, la splendeur de la ville est chose du passé. Les usines rouges, déclassées par une autre économie, tombent sur le pic des démolisseurs et les rues autour des canaux s'encombrent de vestiges sans égard au patrimoine. Le centre-ville n'est pas sûr. Il est percé de terrains vacants. Dans les yards 1 et 2 se concentrent des familles pauvres. Le passé francophone d'Holyoke est complètement disparu, remplacé tour à tour par les vagues d'immigration italienne, polonaise et hispanique. Ne restent comme témoins du passé de nos migrants que les pierres tombales et quelques églises. Joseph est inhumé au cimetière Notre-Dame à Hadley.
Et Louise repose ici, derrière moi, au cimetière de Saint-Pierre avec Hamilton. La témérité et l'esprit d'aventure sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. Si les motivations, les destinations et les défis diffèrent, la soif et la détermination sont les mêmes. C'est en regardant notre histoire et en se racontant nos histoires qu'on jette un regard neuf sur ceux qui nous ont précédés. Merci. Alors, c'est sûr que Saint-Pierre a été aussi un terrain d'éducation. Alors, je vous mets au défi de trouver en quelle année a été ouverte la première école à Saint-Pierre. Un petit concours. 1911? Avant ça. 1870, vous êtes encore loin. Et 1850, c'est pas pire. C'est 1847. Dans le 6e rang, la première école de Saint-Pierre a été ouverte. Dans le 6e rang. En haut du 6, comme on dit pour nous autres, les Guirois. En haut du 6e rang, M. Esdras Bourque ouvre la première école dans sa maison. Donc, les débuts de l'éducation dans la seigneurie, on va parler de Saint-David-Saint-Pie. Ensuite, le système scolaire à Saint-David-Saint-Pie. Les écoles sur le territoire, on divisait les rangs par, on appelait ça des arrondissements, jusqu'à l'arrondissement de la rivière aux Vaches et celle du Bordeaux. Donc, 6e, 7e rang. Le 6e rang, c'est un rang double. C'est le 6 et le 7. C'est pour ça qu'on dit 6e et 7e. L'arrondissement de la rivière Saint-François au bord de l'eau et celle de la rivière aux Vaches ici au village. La commission scolaire de Saint-Pie et ses écoles, la formation de la commission scolaire, et on en arrive après plusieurs années à la fermeture des écoles de rang et l'école ménagère de l'abbé Hatchegil, qui était une école, c'était précurseur, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'inviterai maintenant Mme Fleur Desmarais-Joyal, qui a été institutrice dans le 6e rang, à venir nous lire un court texte sur son expérience d'institutrice à Saint-Pie-de-Guy. Je voudrais, avant de commencer, que quand on a construit la première école du 6e rang, du haut du 6e rang, c'est ma grand-mère qui a enseigné la première dans cette école. Moi, j'ai enseigné de 1943 à 1950. L'école de rang à Saint-Pierre. Oui. Avec l'arrivée des premiers habitants, dont les Desmarais, dans le 6e rang de Saint-Pierre vers 1865, un peu partout dans les campagnes, on a établi des écoles appelées écoles de rang. On en a construit successivement au milieu de chacun des rangs. Celle-ci devait avoir plusieurs fenêtres. Il n'y avait pas d'eau courante. Un poêle à 2 ponts servait pour le chauffage au bois. Il fallait sortir de l'école pour aller le chercher dans la remise. Les toilettes d'aisance se trouvaient à l'extérieur. L'hiver n'était pas très rigolo. Dans certaines écoles, il y avait un couloir attenant pour s'y rendre, comme à l'école du 9e rang. La maîtresse demeure à l'école ou chez un voisin. Si besoin est, un jeune du voisinage vient chaque matin allumer le poêle avant l'arrivée de la maîtresse. Voici comment...
Voici comment se déroulait la vie quotidienne dans l'école. La préparation soigneusement rédigée est adaptée à chacune des divisions de la première à la 7e année et parfois la 8e. Les enfants sont arrivés, la cloche sonne à 9 heures. C'est le moment de la prière et de l'enseignement du petit catéchisme, suivi de la dictée, la récitation des leçons et le programme de composer avec celui du français, de l'arithmétique, de l'histoire, de la géographie, de la bienséance, de l'hygiène, du dessin, des notions d'agriculture, des chants religieux, de la bonne chanson de la Brigade Bois, d'expression orale et le reste. Le vendredi après-midi, on chantait le Haut-Canada et on faisait du dessin. Le devoir du vendredi soir se résumait invariablement à produire une composition à remettre le lundi matin. Une récréation divise l'avant-midi et l'après-midi. Au retour du dîner à 1 heure, c'est la récitation du chapelet. En hiver, beaucoup d'enfants apportent leur dîner et passent leur journée à l'école. Les enfants aiment bien écrire sur les tableaux noirs qui recouvrent les murs. En hiver, il arrivait que l'on prépare des spectacles, des scénettes avec les enfants et quelques parents qui offraient leur aide. Ces spectacles étaient présentés aux paroissiens dans la salle paroissiale, l'ancien foyer Sainte-Thérèse. L'entrée était gratuite et ouverte à tous. Chaque jour de fête religieuse était scrupuleusement respecté. Ce n'étaient pas des jours de congé. Il fallait pendant toute une demi-journée se rendre à l'église en avant-midi, se confesser, entendre des sermons, participer à des offices comme par exemple le jour des morts ou le mercredi des cendres. Il y avait la Sainte Enfance où les élèves étaient sollicités afin qu'ils apportent à l'école un sou par mois pour faire monter l'ange en haut. Au mois de mai, le mois de Marie, on ornait la statue de la Vierge de la classe avec des courants de lièvre que l'on ramassait dans les forêts avoisinantes, près de l'école, et que l'on tressait en couronne. Souvent aussi, l'école fermait plus tôt que le 24 juin afin de permettre aux jeunes de se joindre à leur famille pour aider aux travaux des champs qui ne pouvaient attendre, comme par exemple la cueillette des fraises. La maîtresse est l'âme de l'école. Elle est soutenue et surveillée par le curé du village, l'inspecteur qui vient à l'automne et au printemps, les commissaires et les parents, car elle doit véhiculer les valeurs sociales et religieuses du temps. Je vous ai décrit comment se passait une journée à l'école. Je suis chanceuse d'avoir pu obtenir un diplôme élémentaire à l'école normale de Nicolette qui m'a permis d'enseigner dans les écoles du village de Saint-Bonaventure et les 6e et 9e rangs de Saint-Pédeguire à partir de 17 ans jusqu'à 24 ans. J'en garde un très bon souvenir. Comme j'ai toujours eu de l'intérêt pour l'enseignement, j'ai obtenu ultérieurement un baccalauréat dans le secteur de l'enfance inadaptée à l'UQAM et j'ai pratiqué ce métier 15 autres années à la commission scolaire de Montréal. Merci beaucoup. Alors, le chapitre 7 est consacré aux activités économiques de Saint-Pédeguire. On sait qu'on est une terre d'agriculture. On sait qu'il y a eu des fromageries, qu'il y a eu des groupes de jeunes. Vous voyez ici un petit peu là, de quoi est composé les chapitres. Je vais activer un petit peu parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui s'impatientent. Alors, chapitre 7 sur les activités économiques et évidemment, on parle aussi de la Caisse populaire des jardins et la liste des commerces actuels, c'est-à-dire en 2015 de Saint-Pédeguire. Je demanderai à Mme Nicole Desmarais
de venir nous lire un court texte sur la vie d'agriculteur à Saint-Péguire. Je vais vous parler de mon père. Mon père, c'est un cultivateur. Mon père, c'est un cultivateur de la paroisse de Saint-Péguire. Depuis la fondation de la paroisse Saint-Péguire, l'agriculture fut l'une des principales activités économiques de la paroisse. Notre famille, les Desmarais, ne fait pas exception à la règle. Dès la fondation de la paroisse, notre arrière-grand-père Frédéric Desmarais fut l'un des premiers à labourer la terre de Saint-Péguire. À son époque, l'agriculture assurait la subsistance de sa famille. Par la suite, son fils Omidas, compris avec les surplus des récoltes, l'on pouvait avoir un revenu supplémentaire. Celui-ci n'existait pas à partir à pied pour se rendre à Drummondville afin de faire des transactions. Suivant les traces du fin négociateur qui était son père, notre père Dorius fut l'un des premiers marchands agricoles du coin, car il était réputé pour avoir une diversité de grains certifiés par le ministère de l'Agriculture, que ce soit de l'orge, le maïs, l'avoine et même le blé. Il était membre de l'Association canadienne des producteurs de grains de Provence. À l'aide de ces 3 tracteurs, notre père améliorait l'efficacité de son travail, ce qui le menait à faire l'acquisition de 2 autres terres cultivables. Grâce à cet investissement, il a grandement augmenté sa production de céréales et de foin. Les récoltes étaient assez importantes maintenant pour permettre à la famille de nourrir ses bêtes et d'en vendre suffisamment pour subvenir à ses besoins. Dorius donnait l'exemple aux cultivateurs de la région alors qu'il fut le premier à ensemeler du maïs et produire du maïs grain. Sur la terre familiale, on retrouvait également un troupeau de vaches à lait de race Austin. Comme notre père avait la passion du grand air, des champs et des récoltes, c'est ma mère qui s'occupait de la traite. La production de lait était de loin l'activité qui produisait le plus de revenus, ce qui explique le fait que les cultivateurs du coin avaient tous des vaches à lait. Ayant toujours vécu dans ce monde d'agriculteurs, nous sommes heureux d'avoir appris l'importance du travail bien fait sans compter ses heures. De savoir que nos parents, Dorius et Thérèse, furent des pionniers dans notre paroisse qui nous procure beaucoup de fierté. Merci. Chapitre 8, pas 8, mais 8. La vie religieuse de notre paroisse, évidemment, c'était très actif. Je vous épargne la liste des nombreuses congrégations et des congrégations et associations de la paroisse. Alors, chapitre 8, vous aurez la liste de ces associations. Les familles pionnières de Saint-Péguire. Comme je vous disais, à partir de 1861, on connaît le nom des gens qui habitaient ou qui avaient des terres à Saint-Péguire. Alors, je vous présente le recensement 1861, 81, 1911 et quelques recensements postérieurs, mais seulement que des chiffres, parce que, à cause de la confidentialité, ils ne sont plus disponibles. Chapitre 9.4, on a beaucoup de centenaires à Saint-Péguire. Je voudrais souligner Mme Desmarais, Mme Azarias Desmarais, Mme Côté Desmarais, qui va avoir 100 ans cet été. Et on a aussi la mère de Rose-Hélène, qui est née ici à Saint-Péguire, qui va avoir 105 ans. J'invite maintenant Mme Fabienne Agen à venir nous lire
un petit texte sur ses mémoires de sa vie à Saint-Pie-de-Guise. Elle a vécu quelques années à Saint-Pie et à la fin de la page de famille, elle nous a fourni un texte excellent. Je vous invite à essayer de faire des liens avec votre vie, vous allez vous retrouver quelque part. Là, je vais mettre mes lunettes. Là. Mon plus ancien souvenir de Saint-Pie, c'est une vieille école en bois en plein centre du village qui accueillait dans 2 classes tous les élèves. Arrivée de la ville depuis peu pour commencer ma 2e année, j'étais terrorisée devant tous ces élèves que je ne connaissais pas. Et je restais bien fort dans mon coin en serrant ma poupée pour me réconforter quand une petite fille me fit remarquer « Elle est belle ta catin. Moi, je m'appelle Clarisse. » Moi, je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était une catin. Mais cette phrase fut le début d'une grande amitié qui a duré jusqu'à notre âge adulte. Tous les enfants de la 1e à la 8e année s'entassaient dans ces classes sur lesquelles régnait Mademoiselle Généreux, une célibataire qui portait bien son nom puisqu'elle était généreuse de taille et de nature. Elle menait d'une main de fer les espiègles garçons, surtout les petits cournoyers, et leur promettait qu'en cas d'indiscipline, elle leur ferait connaître son frère, qui était un gros bâton qu'elle gardait dans la classe sur le bord du tableau. On gelait bien dans cette grande bâtisse où trônait la truie, alimentée en hiver par les garçons les plus vieux qui devaient apporter du bois de chez eux pour qu'on puisse avoir chaud. Il y avait aussi une belle grande église à Saint-Pie et un curé qui vivait au presbytère avec sa mère qu'on appelait Madame Curé. Nous avions tous peur de ce petit bonhomme qui nous promettait les flammes de l'enfer au moindre écart, mais qui ne se gênait pas pour donner congé à tous les élèves pour qu'on puisse aller ramasser ses feuilles à l'automne. Les petits servants de messe faisaient bien les pharaons devant les filles et avaient même invité quelques-unes d'entre nous à visiter le souterrain qui se trouvait sous l'église. Quelle peur délicieuse nous avons eue à découvrir une grande cave en terre avec des pierres tombales un peu partout. Je n'ai jamais su si c'était vrai, mais nous pensions que tous les anciens curés étaient enterrés là. Un crucifix fait en bouchon de salière, c'est pas des faces, c'était vraiment ça. Des vieilles soutanes dans un coffre, des personnages de crèche dont la peinture s'écaillait et je ne sais plus quoi d'autre aussi. La vie du village tout entier se concentrait dans cet endroit où tout le monde se retrouvait le dimanche. C'était le moment où les parents se rencontraient aussi et s'apprenaient les dernières nouvelles. Quant aux plus jeunes, après la messe, nous nous dirigions chez Thibault, notre vieux magasin général où on trouvait des bonbons à 3 pour 5 cents, des fleurs en plastique, des patrons de robes et de l'huile à moteur. Je me souviens bien de ce monsieur âgé qui avait un air sévère et ne souriait pas souvent, et de son magasin avec un grand comptoir en bois ciré qu'on pouvait soulever une partie pour passer de l'autre côté. Mais un beau jour, un second magasin général, tenu par un jeune couple avec des enfants, a ouvert juste en face, et je crois bien que tous ont délaissé M. Thibault, qui était un peu ronchon, pour la dame du magasin qui était gentille et souriante. Elle avait même, par une froide journée d'hiver, recueilli plusieurs d'entre nous qui avaient été surpris par la tempête. Elle avait fait des lits de fortune avec des couvertures, nous avait donné à chacun un sandwich et, comble de bonheur, un petit gâteau vachon. Saint-Pie, c'est aussi la rivière aux Vaches qui accueillait à cette époque-là de nombreux pêcheurs. Un voisin avait même apporté chez nous quelques anguilles dans un seau, mais comme elles avaient l'air malheureuses dans ce fond d'eau et que ma mère jurait ses grands dieux que jamais elle ne toucherait à ça, j'avais décidé de leur redonner leur liberté et j'avais versé le contenu du seau dans le ruisseau derrière la maison. Comme ils sont beaux, les souvenirs rattachés à un endroit où on fait la découverte de la vie. Quant à moi, je n'oublierai jamais les après-midi d'été où on revenait les dents rouges d'avoir mangé des cerises sauvages, les baignades dans l'eau si froide de la rivière et les pieds gelés d'être allés patiner au village.
Et puis, comment ne pas se rappeler de la démolition de notre chère Église? Des hommes qui, bénévolement, travaillaient sans relâche, après leur semaine de travail, à tout démanteler, morceau par morceau. Et qui, parmi nous, ne se souvient pas d'avoir pilé des briques? Nous étions de corvée toutes les fins de semaine à empiler et empiler des tonnes de briques. C'est à cette époque-là que les jeunes de ma génération sont sortis de Saint-Pie pour aller découvrir le monde. Le curé qui nous faisait vendre des billets dans le but de ramasser de l'argent pour rebâtir une nouvelle église avait entendu parler d'un concours de Miss je ne sais plus quoi. Il s'agissait de vendre les billets et l'élection de la reine se ferait dans la grande ville de Victoriaville. Nous étions tellement motivés que nous avons certainement dépassé toutes les ventes de toutes les autres villes combinées. Et plus le soir du dévoilement de la reine approchait, plus nous étions excités. Notre duchesse, Clarisse, avait pratiqué la chanson qu'elle présenterait sur place. Et nous nous étions promis, faut pas qu'on ait l'air des habitants quand on va aller là-bas. Même si Clarisse gagne, on reste calme. On applaudit, on crie pas. Le soir tant attendu arriva, des autos pleines de jeunes conduits par quelques dévoués parents débarquèrent à Victoriaville. Toutes les duchesses étaient présentes, tout était joli et tout était convaincu de gagner. Dans nos plus beaux atours, nous étions décidés à montrer notre grande classe aux gens de la ville, quitte à applaudir une autre gagnante. Et le nom de la reine fut dévoilé. Clarisse. Dans l'instant, toutes nos belles résolutions partirent en fumée. Ce fut le délire complet. Tout le monde criait, riait, sautait et s'époumonnait. Il y en avait même debout sur les tables. Notre réputation de fou allait survivre longtemps dans la belle région de Victo. De ces années de jeunesse insouciante, je retiens que Saint-Pie-de-Guire, c'est une grande famille avec des chicanes et des réconciliations, que les bagarres finissaient souvent par une poignée de main et que rien n'était plus beau pour nous que notre village. D'ailleurs, nous avions modifié les paroles d'une chanson scout, La marche des jeunes, que je vous chanterai pas, mais ça disait qu'elle est jolie notre rivière, qu'elle est jolie notre maison. Puis nous, on avait rajouté qu'il est joli notre Saint-Pie, qu'il est joli en toute saison. Chapitre 10, Terre d'accueil Saint-Pie-de-Guire. On a accueilli ici des familles cambodgiennes et on a eu aussi la visite de Bourgeois, qui sont aujourd'hui nos cousins en France. Ben, qui sont nos cousins, mais qui sont retournés en France. Chapitre 11. Chapitre 11, Saint-Pie-de-Guire, terre de culture et de loisirs. Je vous parle de la bibliothèque municipale. Certains d'entre vous se souviendront de la messe de Saint-Hubert. Non? Monsieur le curé aimait beaucoup la chasse et à tous les automnes, on avait la messe de Saint-Hubert avec les chiens Beagle ici en avant. Là. Il y a eu la salle de danse Le Vieux Boguet, les clubs de hockey Les Anses. Il y en a eu plusieurs formations. Il y en a eu même créé par les optimistes. Le camping plage La Cour de M. Labonté dans le 9e rang. Les ensembles musicaux. On a eu l'ensemble de M. Charles-Édouard. Il y a André Etier qui avait un groupe aussi. Il y avait Denis Desjarlais, Régent Bourque, les Sphinx. La vie communautaire et sociale à Saint-Pie. Bon, l'historique du comité des loisirs, le club optimiste, le journal Le Pigeon. Il y a eu du folklore avec Gaëtan, je pense que tu étais là-dedans, avec Clarisse. Il y a certaines personnes là, qui faisaient du folklore ici. La troupe de théâtre, les Pigeonniers et la Ligue de quilles de Saint-Pie. Il y a eu les jeudis en chanson. Il y a la piste cyclable au bord de l'eau, les fusées fêtes, le mouvement Essor et son acte d'exposition qui vaut vraiment la peine d'être visité. Nous avons la chance d'avoir des personnalités artistiques guiroises très connues. Par exemple, Claude Desrosiers, metteur en scène, directeur de
séries à la télévision, de films, Lise Desrosiers, sa sœur artiste peintre, Céline Forcier, auteur, André Grémillet, directeur d'orchestre symphonique aux États-Unis, Pierre Tessier, artiste professionnel en arts visuels, Madame Suzanne Ricard, vitrailliste professionnelle. Chapitre 12, anecdotes et mystères de Saint-Pie-de-Guerre, des petites histoires par rapport à Saint-Pie. Par exemple, l'anglais enterré dans le 10e rang, la tête du sauvage aux cheveux rouges, le père de la Coupe Stanley est-il venu à Saint-Pie-de-Guerre? Un remède miracle pour guérir les rhumatismes, des pierres de granit de Saint-Pie pour construire un manoir, la fille d'un patriote qui s'est marié à Saint-Pie-de-Guerre, le fantôme du bas du 6. Et une terre ou 50 $ pour la loi des 12 enfants d'Honoré Mercier. Il y a eu des familles à Saint-Pie qui en ont profité. 13e et dernier chapitre, le 150e de Saint-Pie-de-Guerre, on explique le logo, la chanson trad fantaisiste créée par notre ami M. Roy, j'ai oublié le prénom, Sylvain, qui nous a fait un beau cadeau d'anniversaire, et les projets d'activités spéciales, la pièce de théâtre et tout ça. Oui, il y a un chapitre sur les familles quand je parle des familles quelque part, là, les recensements. Et j'ai oublié de vous présenter quelqu'un qui avait un texte à vous lire sur les fameuses mines de Saint-Pie-de-Guerre. C'est vraiment une chose très importante pour notre village. Pierre Tessier, à toi la parole. Après, c'est le dernier texte qu'on va lire. Après, je vous donne certaines petites consignes et on va passer à la remise des livres que vous avez hâte de voir, moi aussi, et je vous laisse jaser entre vous autres. Bon après-midi. Je ne lirai pas tout le texte. Quelques extraits. Moi, je suis Pierre Tessier. Je suis le Pierre à Roger à Ouellé à Pierre. Puis, le Pierre est arrivé ici à Saint-Pie. Il venait de... Oui. Bon, je vais être quand même assez rapide. Bon, le Pierre Tessier, je pense qu'il y en a eu deux. Il y en a un qui était de Yamaska, qui est militaire, dans les années 60, mais c'est probablement un Tessier qui l'avait. Moi, côté Mathurin, mais tout Pierre est arrivé avec les forges. C'est pour ça que Daniel me fait une petite fleur, parce que mon arrière-grand-père fait partie de cette belle histoire de série. Donc, un homme d'affaires et industriel de Saint-François-du-Lac venait régulièrement dans cette partie de la seigneurie pour acheter des coupes de bois aux pionniers de l'endroit qui lui servirait dans son usine de construction navale. De ce fait, en parcourant les diverses forêts de la région, Félix Adolphe Poupin remarqua l'existence d'importants gisements de fer limoneux à fleur de sol. C'est ça, le fer des marais. Ça n'a rien à voir avec la famille. Il a acquis dans la paroisse de Saint-Pie-de-Guerre le site le plus propice à l'installation d'un haut fourneau à un endroit de la rivière aux Vaches qui pouvait être facilement harnaché pour produire une force motrice capable de faire fonctionner celui-ci. Vous savez où est-ce que c'est? Il ira de l'avant pour lancer une entreprise en association avec des marchands de Montréal. En tout, il s'ajoindra 10 investisseurs qui se partagent également le fardeau de 100 000 $ de capital à souscrire pour la formation de la société en commandite afin de réaliser son ambitieux projet de produire du fer à Saint-Étienne. La compagnie va s'appeler la Compagnie des mines de la rivière Saint-François et sera également appelée dans les journaux et documents gouvernementaux Forge d'Yamaska, Forge de Saint-Pie, Forge de la rivière aux Vaches et Forge de Saint-François, ou en anglais, St. Francis Forge.
La paroisse de Saint-Didier était toute récente et encore peu peuplée. L'érection canonique avait eu lieu en 1866. Il n'y avait pas encore de véritable village. Les équipements et habitations érigés autour du haut fourneau en constitueront l'embryon. Au début des activités des forges de Saint-Didier, on transformait le minerai ferrugineux et on produisait des produits finis. Les forges deviendront, par la suite, une usine qui se limitera exclusivement à la production primaire de fer et intégrée dans le processus industriel de fonctionnement des fonderies John McDougall de Montréal, fabricant de pièces lourdes de fer et plus particulièrement des roues de wagon de chemin de fer. La compagnie des mines de la rivière Saint-François possédait l'infrastructure complète d'un village de forge, comme on le connaissait à l'époque au Québec. En plus du haut fourneau, qui était copié des forges Saint-Maurice, on y comptait 5 à 7 charbonnières, une forge, un moulin à farine, une trentaine de logements pour les employés, des étables, un magasin, une boulangerie, etc. qui s'élevait autour du bassin que forme la rivière aux Vaches, dans la paroisse de Saint-Didier du comté de Yamaska, à quelques 20 km du fleuve. Ça donne une bonne idée pour les bienvenus, non? Alors, vous apprendrez que les forges ici vont fermer, vont déménager à Drummondville. Et une partie de la population va suivre la forge. Mais ici, à Saint-Piguet, il y a déjà eu 1259 personnes. Alors, elle a fermé en 1881. Alors, c'est le contenu brièvement du livre. Je vous donne quelques consignes et après, vous pourrez vous le procurer. Alors, d'abord, je tiens à vous remercier. Oui, un instant. D'abord, je tiens à vous remercier de votre patience, d'être présent en si grand nombre. Oui, il y a M. le maire qui a un mot à vous adresser. Puis après, je vous fais mes petites annonces. Bon, on va essayer de faire un bureau, ça va aller? Oui. OK. Je rencontre par un livre de Eric, un beau livre, je pensais, non, ça va aller? Très fort. Bon, Mme Dumont a souligné le travail d'équipe. C'est merveilleux. Beaucoup de monde ont participé à ça. Je veux officiellement remercier au nom de la municipalité, au nom du conseil, au nom de tous les guérois et guéroises d'adoption qui sont ici cet après-midi. Au nom de tous ceux et celles qui vont vous ramener dans vos mémoires par l'histoire de la vie, ainsi qu'au nom de toutes les personnes qui auront le bonheur et le privilège de consulter votre livre. Acceptez unanimement. Donc, les petites annonces rapidement. Il y a derrière une table où on vous propose d'acheter des lanières de cou, souvenir du 150e anniversaire à 3 $ chacun. Des épinglettes, logo de la municipalité au même prix. Des billets pour la pièce de théâtre Le Diable est aux Vaches, pour la supplémentaire de samedi le 11 juin, qui aura lieu ici même à l'église à 2 heures. Et la vente du calendrier souvenir au rabais au coût de 5 $. Tous ces objets se trouvent à l'arrière de l'église. Il y a aussi un spectacle des accordéonistes de Drummondville samedi le 28 mai à 7h30 ici même et c'est gratuit. Vicky, si tu veux venir présenter l'activité du tour d'hélicoptère. Je vous donnerai l'explication de la remise des livres après. Vicky? Donc, il y a un certain temps, M. Ernest Letendre va partager l'expérience de vie qu'il a vécue. Il est allé faire un tour des arbres en avion.
hélicoptère le jour du banquet. Donc, durant l'après-midi, il y aurait la possibilité de faire un tour d'hélicoptère au coût de 60 $, taxes incluses, d'une durée d'environ 7 minutes pour aller faire un survol, soit du coin de chez vous ou de où est-ce que vous avez peut-être déjà habité. Donc, c'est certain qu'on veut avoir des confirmations de gens pour pouvoir faire les réservations, pour pouvoir partir le prochain hélicoptère. Donc, si ça vous intéresse, on vous demande simplement de venir nous voir à l'arrière. Il y a des petits coupons, si vous voulez, vous avez mon numéro de téléphone et mon courriel. Vous avez juste à communiquer avec moi par la suite. Puis, c'est un beau projet qu'on vous offre là. Merci. Alors, pour la distribution de livres, s'il vous plaît, quelques petites minutes encore. Vous allez aller chercher, pour ceux qui les ont réservés et payés, votre livre auprès de la personne qui vous l'a vendu ou qui a pris votre nom. C'est très important d'identifier sur place votre livre, parce que si j'en trouve un sur le coin qui n'a pas de nom, vous venez en arrière dire « J'ai perdu mon livre, just too bad », on ne vous en remet pas un autre. Identifiez vos livres. Vous allez, les distributeurs sont Mme Ginette Salva, Marcel Hiergeau va prendre ceux qui ont réservé auprès de Rose-Hélène, Nicole va vous remettre les billets pour la pièce de théâtre et les livres vendus par Mme Monique Martel. Manon Gélina va donner les livres retenus chez Mme Claire Roy au bureau municipal. Sylvie Courchaine pour les livres non payés avec ou sans réservation. Je m'excuse. Alors, vous pouvez vous présenter derrière auprès des personnes chez qui vous avez réservé le livre ou auprès de Sylvie si vous n'avez pas réservé ou payé vos livres. Merci beaucoup encore une fois et bon après-midi.